termes de migration, pour moi, c'est un choix. Si quelqu'un choisit de partir, c'est son choix. Si quelqu'un choisit de rester, pareil, c'est son choix. Si quelqu'un a envie de voyager, il n'a qu'à bien se préparer pour avoir un schéma extrêmement précis, pour ne pas avoir des surprises. Puisque la plupart de ceux qui arrivent à destination éprouvent d'énormes difficultés à s'insérer et leurs droits sont souvent bafoués dans les pays d'accueil. La question migratoire suscite toujours des débats, surtout la migration clandestine. En Afrique, des millions de jeunes risquent tout, y compris leur vie, à la recherche d'une meilleure condition de vie ailleurs, le plus souvent en Europe et en Amérique. Plusieurs facteurs expliquent ce flux migratoire observé chaque année. Le jeune qui a envie de quitter l'Afrique, on lui a vendu une Afrique qui n'est pas prometteuse. Les programmes scolaires que nous avons aujourd'hui ne permettent pas à nos jeunes d'aimer leur continent. C'est qu'ils estiment que dans leur pays, il n'y a rien, leur avenir est sombre, il n'y a pas de perspective. Certains jeunes estiment que étudier à l'étranger est mieux parce que quand on termine, on peut trouver un travail. Parce que l'histoire nous a démontré que, après avoir fait ses études en tant que jeune ici en Afrique, on ne trouve pas de perspective. Mais finalement, tu te dis, je ne reste pas sur ce système. Même si ça me coûte ma vie, je vais partir. Le jeune, lorsqu'il doute de son pays, lorsqu'il doute de la fiabilité de ce que son pays lui propose, lorsqu'il doute de la réalité de son terrain, il peut en un moment se dire « je pars ». Cependant, plusieurs sont ceux qui réalisent leurs rêves en restant dans leur pays d'origine. C'est dire que l'Afrique regorge de potentialités. Elle dispose elle aussi des opportunités pouvant permettre à ces populations de s'épanouir. Il serait donc nécessaire, selon l'entrepreneur et écrivain Ibrahima Théolam, de faire connaître aux jeunes ces opportunités et surtout de créer un cadre propice favorisant l'auto-emploi. Dans certains pays africains, les gouvernements demandent aux jeunes d'entreprendre. Les gouvernements demandent aux jeunes de se former. Les gouvernements exigent aux jeunes d'avoir un comportement irréprochable. C'est vrai, il est important d'avoir tous ces critères pour que les jeunes soient acteurs de notre écosystème, de notre développement, mais il est important également que l'État puisse construire cet écosystème, ce cadre, en facilitant, en mettant en place, en développant. Nous devons leur donner l'envie de réussir ici. Et si c'est le cas, il faut qu'on leur présente des méthodes nationales, des champions éprouvés qui se sont construits ici. Et cela permet d'avoir au moins des éléments précis sur lesquels on peut dire aux jeunes, restez maintenant. J'ai invité les jeunes à y voir clair en développant leur sens de l'analyse, leur esprit d'écoute et leur faculté à comprendre comment on peut identifier et se mettre à l'action pour réussir sa propre vie. Le financement est souvent évoqué comme un frein, un obstacle à la réussite des initiatives de développement et d'entrepreneuriat. La résolution de cette question dépendra de la volonté politique. Il y en a marre d'attendre que les bailleurs nous financent pour qu'on puisse vivre. Il y en a marre d'attendre que les pays développés nous donnent de l'argent pour qu'on mange. Il y en a marre d'attendre les fonds qui viennent d'ailleurs. Nous donc, à quoi nous servent nos intellectuels? À quoi nous servent notre élite? Mais ces personnes-là doivent réfléchir à nous trouver les meilleures possibilités à ce qu'on trouve des recettes pour financer notre économie. Il faut que notre économie soit financée par nous-mêmes. C'est ma conviction. La migration, qu'elle soit clandestine ou légale, constitue une perte, une fuite de cerveau pour les pays d'origine. Il revient au gouvernement africain de donner priorité aux jeunes en créant des opportunités de travail afin de pouvoir faire face efficacement aux défis de la migration. Il importe aussi de promouvoir les valeurs, la culture et l'identité africaine auprès des jeunes et des générations futures. Les syndicalistes, la voix des sans-voix, ont pour principale mission la défense des intérêts individuels et collectifs des membres. Au Togo, le paysage syndical a évolué passant du monotisme syndical au pluralisme marqué par l'existence de plusieurs centrales ou confédérations syndicales.
Aujourd'hui, on dénombre cette centrale ou confédération syndicale au Togo. Cet pluralisme syndical a fait de notre pays un État démocratique. Ces syndicats plaident pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs affiliés. Le premier rôle, c'est la fonction revendicative qui aujourd'hui a évolué pour prendre une forme de proposition. La fonction éducative, c'est-à-dire que vous devez former les membres. Quand les syndicalistes, les syndiqués ne sont pas formés, ils constituent un autre danger pour le syndicaliste lui-même. La fonction représentative, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes en grand nombre? Parce que c'est l'union qui fait la force. La fonction normative, c'est-à-dire les normes et les lois. Quand les conventions sont signées, comment on les intègre dans nos tests, dans les tests nationaux? La fonction sociale. On ne revendique pas pour revendiquer. Il y a des procédures à suivre. Au Togo, le mécanisme de fonctionnement d'un syndicat est régi par les tests conformément à la Convention 87 de l'OIT. Est-ce qu'on peut s'organiser un mouvement syndical au Togo? Oui, parce que notre constitution l'admet, le Code du travail l'admet, la Convention 87 de l'OIT l'admet. C'est cette convention-là qui nous donne même la liberté de nous organiser et d'agir. Les actions que vous pouvez poser sur le terrain sont également régies par les tests. Ce qui a permis d'éviter les crises à répétition. Cependant, des défis sont à relever pour aller au-delà des acquis. D'où la nécessité de privilégier le dialogue et la concertation. Il est toujours encouragé aux organisations syndicales d'adopter le principe du dialogue social. Et lorsqu'on parle de dialogue social, ça peut être bipartite ou tripartite. Donc au Togo, le dialogue social fonctionne correctement. Le défi, c'est d'améliorer au quotidien ce qui se fait. Par exemple, les problèmes des enseignants qui sont sur le tapis actuellement, c'est un peu un manque d'amélioration du cadre du travail. Pour la résolution de tout conflit, le gouvernement togolais a toujours privilégié le dialogue et la concertation pour trouver les terrains d'attente. Komlan Okpaoun, âgé de 50 ans, est une personne en situation de handicap physique. Mais sa condition ne l'empêche pas de mener des activités génératrices de revenus lui permettant de gagner son pain quotidien. Il s'est lancé depuis 2014 dans la meunerie. Komlan exploite tous les jours ce moulin à céréales et celui des épices au quartier Nyamansigan dans la commune Agwenive 1. Je fabrique la farine, je fais un peu de tout pour trouver à manger. Il dispose aussi d'une machine d'aiguisage pour coupe-coupe, couteau et des pièces de moulin. Tout ce dont il a besoin pour mieux développer son activité est le soutien de bonne volonté. Je peux faire tout travail qui se présente à moi, mais par manque de moyens financiers, je suis limité. J'aimerais bien qu'on me vienne en aide. L'accompagner et lui apporter secours, c'est investir pour l'autonomisation et l'épanouissement d'une personne en situation de handicap physique. Ceci encouragera aussi beaucoup d'autres personnes se trouvant dans la même situation à s'engager afin de se prendre en charge. Soulignons que Komlan Okpaoun est marié et père de 2 enfants.